Oui. Prends le micro, Pierre. Prends le micro. Les animateurs de l'atelier, vous savez un peu fort comme ça, sont heureux d'ouvrir avec vous notre 8e saison, 2010-2018. Vous avez tous reçu notre texte d'orientation et le programme, je n'en dirai qu'un mot vite en passant. Nous considérons à l'atelier que cette année, nous franchissons un palier et que peut-être nous allons essayer de mieux accrocher ce qu'est la réalité et toutes les actions qui découlent de cette réalité. Je veux dire par là que depuis 8 ans, nous disons, comme c'est écrit dans mon dos sur le panneau, il faut changer cette société et nous avons théoriquement démontré que c'était possible. Mais ça avait peut-être un inconvénient et cette année, nous rentrons plus dans le concret et changer la société. Nous avons retenu un thème qui permet de le matérialiser. Nous disons, la société française telle qu'elle est aujourd'hui peut vivre sans les actionnaires et sans les dividendes. Utopiste, irréaliste, on verra au fil de la saison que ça existe. Je prends Fralib, je prends les coopératives, etc. Donc, nous avons, pour matérialiser cette idée, qui de prime abord, on peut le comprendre, surprend, nous avons commencé avec la soirée d'aujourd'hui, on en dira un mois un peu plus tard. Le mois d'octobre, et très exactement le 25, nous dirons, dans la logique de ce qui a été dit aujourd'hui, si on ne met pas un terme à cette situation, ça sera la catastrophe. Et nous partirons d'un livre de Lucien et Jean Sèvres, Capitalisme, exit ou catastrophe, en novembre, mais qui met la main à la pâte. Et avec Pierre Dardot, nous dirons l'urgence n'est pas de prendre le pouvoir d'État, l'urgence est de donner du pouvoir au peuple. Ce qui n'exclut ni l'un, le premier cité, ni l'autre, mais que le changement de société, en d'autres termes, viendra des gens eux-mêmes. En décembre, nous ferons une petite discrétion sur notre programme, encore que, puisque avec Jean-Pierre Siméon, vous connaissez, il est déjà venu, nous dirons il n'arrête pas les artistes prophètes de dire qu'il est temps que le malheur succombe. C'est en prise directe avec notre début de saison. Je vais très très vite. En janvier, avec des représentants, ils sont d'accord, de Fralib et de la librairie des Volcans à Clermont-Ferrand, nous dirons, mais vous vivez sans actionnaires et sans dividendes, et nous ajouterons avec eux les 66 000 salariés qui travaillent dans des scopes, on ne prend que cet exemple. En février, nous dirons avec le docteur Christophe Prudhomme, vous vous rappelez, qui était venu, et peut-être avec des usagers, il est venu en disant, Prudhomme, il a dépeint la situation catastrophique des salariés de l'hôpital et beaucoup d'autres avec eux, nous connaissons bien. Mais avec Prudhomme, nous dirons, et si l'hôpital était géré, dirigé par les salariés eux-mêmes? Utopique, irréaliste, bref, petit rappel, 1946-1970, la sécurité sociale est dirigée par les salariés. Et le budget de la Sécu était supérieur au budget de l'État. Pour être concret dans la réalité, vous savez qu'en juin 2019, il y aura les élections européennes. Nous essayons de monter, c'est pas acquis, avec Jean Ziegler, le dirigeant de l'ONU, membre de la Commission des droits de l'homme dans cette structure, de monter une rencontre sur « et si on construisait une Europe des solidarités ?» Mais l'accord n'est pas fait, il nous donnera sa réponse que début janvier. Et enfin, avec des syndicalistes, en avril, nous dirons la même chose, non, en avril, avec la SNCF. Je vous dis, comme j'ai ressenti les choses, je redescends il y a quelques jours de la fête de l'humanité, il y avait un débat au Forum social, et si les cheminots dirigeaient? Et enfin, en mai, il faut mener des luttes, mais plus seulement des luttes pour s'opposer, mais des luttes qui portent un autre projet de société avec des syndicalistes, CGT, Solidaire et FSU. Voilà, on a fait le tour. Je me tourne vers vous. Bonsoir, mais on vient de faire tous les deux 1h30 de voiture. Bonsoir Pauline Leclerc,
elle va se présenter elle-même. Certains d'entre vous ont peut-être lu le dernier rapport de cette ONG, de cette structure. Personnellement, je l'ai lu. J'ai vu des extraits dans l'Humanité. Et tout de suite, j'ai pensé que c'était la bonne façon, et nous avons pensé à l'atelier, pardon, que c'était la bonne façon d'ouvrir notre saison. Il n'y a pas eu de problème, et encore une fois, je vous en remercie. Elle va se présenter elle-même. C'est une forme un peu nouvelle, ce soir de présentation. Vous direz après coup ce que vous en pensez. Nous ferons le débat comme d'habitude. Et puis, toutes celles et tous ceux qui le veulent, on se retrouvera à discuter après cette rencontre. Vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis plutôt honorée d'ouvrir cette nouvelle édition des rencontres de l'atelier. Je vais vous dire un mot sur Oxfam, l'organisation que je représente ce soir. Alors Oxfam, c'est une organisation de solidarité internationale qui a pour objectif de mettre un terme à la pauvreté dans le monde, de lutter contre la pauvreté en s'attaquant aux injustices. Oxfam est une organisation est composée de 18 organisations qui interviennent dans 90 pays. Et son objectif, c'est de trouver des solutions durables, réalistes et concrètes à la pauvreté. Et comment Oxfam s'y prend et quel est son leitmotiv, c'est de s'attaquer en fait aux causes structurelles de la pauvreté. Au cœur de notre action et de la conviction qu'on a au plus cœur de notre organisation, c'est de dire que la pauvreté n'est pas une fatalité. C'est pas une phrase anodine de dire ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la pauvreté résulte de choix politiques et économiques. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a la possibilité d'agir. Et donc l'objectif d'une organisation comme Oxfam, c'est de changer les règles du jeu pour réduire les inégalités et réduire la pauvreté. On agit de 3 manières. Oxfam mène des actions d'urgence humanitaire, donc sur le terrain, pour répondre à des crises humanitaires. Je pense très récemment en Indonésie, par exemple, mais depuis plusieurs années maintenant au Yémen, par exemple, dans la guerre terrible et la famine qui a lieu là-bas. On mène aussi des projets de développement sur le terrain, sur des projets de long terme. Donc par exemple, l'installation de panneaux solaires en Sierra Leone, accompagner des projets de subsistance alimentaire au Tchad. Voilà un autre exemple. Et la troisième manière d'agir pour Oxfam, et c'est le métier que moi j'exerce au sein d'Oxfam France, donc qui est un des affiliés de l'organisation internationale, c'est de mener des campagnes citoyennes. Parce qu'au cœur de notre action, et c'est ce qui est indiqué dans la petite brochure que j'ai mise à l'entrée, c'est le pouvoir citoyen. Oxfam dit le pouvoir citoyen peut agir contre la pauvreté. C'est très important. C'est un enjeu démocratique à dire que nous, citoyens, on est un contre-pouvoir face aux décideurs politiques et économiques. Donc moi spécifiquement, je travaille au sein d'Oxfam France sur la question des inégalités et de la justice fiscale. Vous avez peut-être entendu parler d'Oxfam récemment par les rapports qu'on produit. Je pense notamment à un rapport sur la politique fiscale d'Emmanuel Macron qu'on a sorti l'automne dernier, où on a montré que les plus privilégiés des Français allaient bénéficier très largement de la réforme fiscale d'Emmanuel Macron. Vous entendez peut-être parler de nous au moment du sommet de Davos, qui réunit les plus grands de ce monde dans cette station de ski en Suisse. Et c'est chaque année l'occasion pour Oxfam de faire un état des lieux des inégalités au niveau mondial. Et puis récemment, il y a ce rapport qui a fait beaucoup de bruit. On est très contents parce qu'on a réussi à susciter un débat important dans les médias et aussi un débat politique autour de ce rapport-là, donc CAC 40 des profits sans partage, et qui a inspiré l'intitulé de la conférence de ce soir. Donc voilà, juste pour revenir sur le troisième levier d'action qui est mener des actions de pouvoir citoyen. Donc
Ça consiste donc sur la base de rapports, de mettre en lumière des réalités, de mettre en lumière des dysfonctionnements, on va dire, pour créer de l'indignation et pour interpeller les citoyens qui, eux-mêmes, en exerçant leur pouvoir citoyen, doivent interpeller les décideurs politiques et économiques qui, eux, écrivent les règles du jeu dont je parlais au début de ma présentation. Donc concrètement, tous les jours, on parle aux députés, on parle au gouvernement pour porter des propositions concrètes dont on va débattre ce soir, et je suis intéressée d'en débattre avec vous, dans des lois qui sont actuellement examinées à l'Assemblée, et on en parlera aussi parce qu'il y a un enjeu très important dès la semaine prochaine à l'Assemblée autour de la loi Pacte, la loi sur les entreprises, qui pose la question du partage des richesses dans les entreprises. Voilà, Oxfam France a des groupes locaux partout en France et nos bénévoles sont vraiment impliqués dans cette démarche-là et associés à ce travail de sensibilisation des élus. Donc nos bénévoles sur le terrain vont voir leurs députés et porter les propositions qu'on élabore ensemble. Alors ce soir, on va parler partage des richesses dans l'entreprise. Et pourquoi ça nous intéresse particulièrement, en fait, quel est l'enjeu derrière cela? C'est les inégalités. Les inégalités sont aujourd'hui un défi mondial et un péril, j'allais dire, qui est aussi grave que le changement climatique dont on parle depuis longtemps maintenant. On voit l'impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui pour la combattre, mais en tout cas, c'est dans l'esprit de tous que c'est un défi pour le monde. Et les inégalités, c'est pareil. Les inégalités, elles s'accroissent. La pauvreté, heureusement, a tendance à reculer. Elle est encore trop importante, en particulier l'extrême pauvreté. Mais ce qui est grave, en fait, c'est que depuis 20 ans, les inégalités s'accroissent, les écarts de richesse s'accroissent. Dans le monde, vous voyez, j'ai mis quelques éléments, quelques chiffres qui peuvent nous nourrir tous et qui sont importants d'avoir avec soi quand on débat de cette question. Une personne sur 9 vit dans l'extrême pauvreté dans le monde. 7 personnes sur 9 vivent dans un pays où les inégalités économiques ont augmenté au cours des 30 dernières années. Ça, c'est un chiffre qui est très fort. Et le deuxième chiffre, qui est aussi qui est soufflant, c'est un chiffre que Oxfam International a révélé en janvier 2018. L'an dernier, 82% des richesses créées dans le monde ont été captées par les 1% les plus riches, tandis que les 50% les plus pauvres n'ont reçu que des miettes. Ça, c'est un chiffre qui doit nous indigner tous, nous citoyens, et nos gouvernements pour agir. Donc il y a urgence à agir. En France, la crise des inégalités sévit elle aussi. 10% des personnes les plus aisées en France détiennent plus de la moitié des richesses nationales. Alors quelque chose d'intéressant dont on va parler après, la France est le pays qui verse le plus de dividendes en Europe, en montant, et je vais aller plus loin et j'en parlerai tout à l'heure, en proportion de la part des bénéfices reversés aux actionnaires au sein des entreprises du CAC 40, la France est championne du monde. Donc vous voyez, on a un problème dans notre pays avec cette question du partage des richesses. Et puis, tout le monde a été sensibilisé à l'enjeu de la pauvreté avec la présentation du plan pauvreté par Emmanuel Macron. On pourra en parler après si vous voulez. On en pense qu'on veut. J'imagine que comme moi, vous n'êtes pas satisfait des propositions qui ont été mises sur la table, mais en tout cas, voilà. En 20 ans, le nombre de pauvres a augmenté de 1,2 million de personnes. Alors la bonne nouvelle, après avoir exposé ce constat qui est navrant et révoltant, c'est que les inégalités, on en parle de plus en plus depuis ces dernières années, surtout ces derniers mois. Je vous ai mis comme exemple quelques unes j'aurais pu mettre des unes aussi de l'Humanité, mais sur des journaux, on va dire un peu plus, alors j'exclus le Libération, mais Le Monde un peu plus institutionnel, avait attitré l'année dernière, sur les inégalités, enquête sur un fléau mondial. Je vous ai mis aussi Christine Lagarde, que vous reconnaissez sûrement, qui dirige le FMI aujourd'hui,
Et le FMI, depuis quelques années, alerte sur l'accroissement des inégalités qui est un frein à la croissance. Et puis on a un président de la République qui lui aussi parle d'inégalité dans différents sommets internationaux. Voilà, je vous ai mis les phrases, je ne vais pas vous les reciter, mais en tout cas qui dit que voilà, les inégalités sont pour lui un cheval de bataille. Il peut le dire, voilà. Nous, en tant qu'ONG, on surveille ça, ces types de déclarations avec, mais oui, avec intérêt, mais nous, notre enjeu derrière, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait après. Vous l'avez dit, de prendre le président de la République et les gouvernements au mot quand on fait des déclarations de ce type. Mais en tout cas, le sujet existe et fait la une de l'actualité, on en parle dans le milieu politique. Et c'est aussi une attente citoyenne. Vous voyez que 83% des Français estiment que le partage des richesses créées par les entreprises est inéquitable. Donc il n'y a pas que nous dans cette pièce qui pensons qu'il y a une injustice aujourd'hui dans le partage des richesses dans les entreprises. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que ensemble, on discute. Parce que c'était voilà, la commande initiale et l'intérêt que je vous dise un petit peu ce qui est contenu dans ce rapport, qu'on ait des éléments de décryptage sur pourquoi les inégalités augmentent. Et Oxfam a eu l'intuition de se dire où est le problème dans le partage des richesses. On a une planète qui est de plus en plus riche, des annonces de bénéfices records au niveau international, mais aussi de la part de nos champions nationaux, des entreprises du CAC 40, ça n'a échappé à personne que voilà, les grands patrons français se sont réjouis de voilà, enfin les bénéfices reviennent et puis ils atteignent des niveaux records. Et Oxfam s'est posé la question, la taille du gâteau augmente, c'est une bonne nouvelle, les salariés vont en bénéficier. Alors on est allé éplucher, c'est 6 mois d'enquête, les rapports les rapports d'activité de ces 40 entreprises. Je vais aller un petit peu loin. Voilà. De ces grandes entreprises et on a découvert qu'au sein des grandes entreprises françaises sévissait ce que nous on appelle une spirale des inégalités au sein des grandes entreprises françaises. Cette spirale, elle est composée de 3 grandes composantes qui sont absolument néfastes. C'est tout d'abord les versements records de dividendes. Deuxièmement, les écarts vertigineux de salaire qui existent au sein des grandes entreprises. Et puis l'évasion fiscale qui est pratiquée à grande échelle dans un pays dont les gouvernements disent depuis plus de 10 ans que les paradis fiscaux c'est fini, que l'évasion fiscale est une attaque contre la démocratie, une indignation, mais il n'empêche que voilà, nos grandes entreprises françaises pratiquent très largement l'évasion fiscale. Avant d'attaquer sur ce que je voulais préciser dans la démarche que je propose de ce soir, c'est qu'à la fois on va développer ensemble des éléments de décryptage, mais je n'oublie pas qu'on va débattre aussi des solutions. Oxfam a des solutions à proposer pour lutter contre cette spirale des inégalités. Et puis, vous me direz, vous, voilà, dans vos engagements respectifs, en quelles solutions vous croyez. Donc, revenons sur la question des dividendes records, puisque Pierre, vous l'avez abordé au début dans votre introduction. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on a découvert dans ce rapport, enfin, qu'est-ce qu'on a découvert et qu'on a révélé dans ce rapport, c'est que donc, depuis 2009, 67% des bénéfices créés au sein des entreprises, donc plus des 3 quarts, sont allés aux actionnaires sous forme de dividendes. Plus des 3 quarts. Dans les années 2000, ce chiffre, il était à 30%. Donc on voit qu'on est sur une pente glissante et aggravante. Dans ce billet de 100 € qu'on a décomposé, donc 67% aux actionnaires et seulement 5% sous forme de primes aux salariés. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la part qui est réinvestie dans les entreprises, le réinvestissement dans les entreprises, il y a certainement
peut-être des chefs d'entreprise ici, ou en tout cas des personnes qui connaissent le milieu de l'entreprise, c'est très important le réinvestissement parce que c'est ce qui permet à une entreprise d'innover, de grandir et de voir sur le long terme. Et ce qu'on voit, c'est que cette part-là, elle a tendance à se réduire aussi considérablement. Et voilà, le constat qu'on fait, c'est que ce sont les salariés qui sont les sacrifiés de ce partage des richesses inégales au sein des entreprises, alors que ce sont eux qui portent la charge la plus importante du travail qui est fourni au sein des entreprises. Donc c'est une injustice qui est insupportable. L'autre ingrédient de la spirale des inégalités, ce sont les écarts de salaire qui sont vertigineux. Donc nous, on s'est amusé à faire un podium avec les entreprises françaises. Donc c'est Carrefour qui est en haut de ce podium, et le chiffre qu'on voit en dessous, c'est peut-être écrit un petit peu petit, mais ce chiffre, en fait, c'est l'écart qui existe entre le salaire du PDG et le salaire moyen au sein de l'entreprise. Donc le PDG de Carrefour, c'est le chiffre 2016, était payé 306 fois plus que le salarié moyen. 306 fois plus. Je peux vous donner un autre chiffre qui est parlant, parce que en fait le salaire moyen, je vous dirai pourquoi c'est pas suffisant comme donnée. Ce qui est parlant, c'est le SMIC. En 2017, en moyenne, un patron du CAC 40, il a gagné 5 millions d'euros sur l'année. C'est une somme qui correspond à 280 fois le SMIC. Et puis le troisième ingrédient de cette spirale des inégalités qui sévit au sein du CAC 40, c'est une évasion fiscale qui est pratiquée à grande échelle. On a calculé que les entreprises du CAC 40 avaient plus de 1400 filiales logées dans les paradis fiscaux. Et c'est un message qu'on porte au sein d'Oxfam, un message très simple, c'est que l'évasion fiscale, elle est insupportable parce qu'elle a un coût humain. On paye tous, nous sommes tous victimes de l'évasion fiscale, puisque quand les entreprises cachent cet argent dans les paradis fiscaux, c'est autant d'argent qui rentre en moins dans les caisses de l'État pour nos services publics, à l'heure où nos services publics, en tout cas en France, vont très mal. Vous aurez l'occasion d'en parler en 2019 sur le cas de l'hôpital. Alors nous, ce qu'on raconte autour de ça, parce qu'une fois qu'on pose le constat, ce qu'Oxfam dit, c'est que les grandes entreprises, parce qu'elles créent de la richesse, ce sont elles qui créent plus de richesse, en tout cas je parle en termes d'acteurs économiques, elles ont une responsabilité particulière à prendre dans la réduction des inégalités en cessant leurs pratiques nocives. Si elles cessent de reverser de manière aussi généreuse les actionnaires, si elles décident de réduire les écarts de salaire au sein de leurs entreprises et de mettre un terme à l'évasion fiscale, les avancées en termes de réduction des inégalités, elles seraient considérables. Donc il y a un levier là qui est immense en fait. Donc avec la sortie de ce rapport, ça a conforté notre intuition dans le fait qu'il faut exiger des entreprises qu'elles changent leurs pratiques. Et ça passe par l'action de l'État. C'est à l'État de remettre la main sur cette économie déboussolée. C'est la lecture que nous, on en fait à Oxfam, c'est de dire que les initiatives volontaires des grandes entreprises, on n'y croit pas une seconde. Les initiatives qui vont dans le bon sens, c'est inspirant, c'est important, parce que le changement, il vient aussi des citoyens, il ne vient pas que du politique. Mais en tout cas, c'est important d'inscrire ces limites et ces régulations dans la loi, parce que c'est ça la justice en fait. Il faut imposer la même règle pour toutes les grandes entreprises. Ce qu'on dit aussi, c'est que le partage inégal des richesses, rétribuer aussi gracieusement les actionnaires au détriment des salariés, c'est pas une bonne nouvelle pour notre économie. C'est une économie qui va dans le mur littéralement. Donc ce rapport, il sert à ça, il sert à dire attention, danger. C'est pour ça que je vous ai mis inégalité, erreur système. On a utilisé ça sur nos réseaux sociaux. Vous voyez, quand on a notre ordinateur qui dit erreur système, c'est ça qu'on veut dire. On veut dire qu'il y a un bug en fait. Il y a un bug aujourd'hui dans notre économie qui fait qu'il faut qu'on reprenne la main parce que bientôt il sera trop tard. Il y a vraiment un cri d'alarme à sonner.
Et ce qui est intéressant, je mentionnais le FMI, c'est qu'aujourd'hui, même des acteurs économiques, on va dire libéraux, s'inquiètent aujourd'hui de cette hystérie des profits à court terme qui mettent en danger la santé économique des entreprises. Avant de vous parler de ça, ce qu'Oxfam dit aussi, c'est que les inégalités, ça ne concerne pas que les plus pauvres. Pas que les plus pauvres qui doivent se soucier de l'accroissement des inégalités. Et voilà, je voulais vous conseiller la lecture de ce livre de Richard Wilkinson, qui pose cette bonne question en fait. Pourquoi l'égalité, elle est meilleure pour tous? Pourquoi on doit tous se soucier des inégalités? Wilkinson, c'est un médecin, et lui, il y est allé faire des recherches au niveau international, et il a cherché des corrélations entre inégalité et bonne santé d'une société, et il met en évidence qu'une société inégalitaire, c'est une société où il y a plus de maladies, c'est une société où il y a plus de violence, c'est une société où il y a plus de délinquance. Il est même allé jusqu'à c'est une société où il y a plus de grossesses adolescentes, plus de problèmes de drogue, et pas qui ne touche pas que les plus démunis. Donc moi je crois, c'est une approche que je trouve intéressante et qui nous oblige tous et qui montre que voilà, on est tous concernés par cette question des inégalités. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions, peut-être? Bon, alors, le constat est grave, c'est l'objet de la prochaine. Il ne faut pas se résigner, il faut agir. Et c'est là qu'on retrouve, qu'on occupe pleinement notre rôle d'ONG, de mobilisation citoyenne et qui propose des changements. C'est que sur la base de cette expertise qui montre tous les dysfonctionnements et tout ce qui va mal, on va dire, sur la planète, on est aussi force de proposition. Et Oxfam donc, a lancé, avec la sortie de ce rapport CAC 40, mais aussi dès le mois de janvier, avec le rapport qu'on a fait sur les inégalités mondiales, on a lancé une campagne pour demander aux décideurs politiques de se saisir de la question des inégalités, en particulier qui sont générées au sein des grandes entreprises. Et la bonne nouvelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est content parce qu'on a mis ce sujet du partage des richesses au sein des entreprises à l'agenda politique. Mais on était malins, on savait qu'une loi se préparait sur la question des entreprises, une loi Pacte, dont on disait, alors à l'époque, au début 2018, on n'avait pas beaucoup de précisions sur ce projet de loi, mais quand Bruno Le Maire en parlait, il disait que c'était une loi qui allait poser la question, mettre au défi les entreprises à l'économie du XXIe siècle, leur donner les moyens d'agir, d'être compétitives, mais d'être aussi plus responsables. Donc on s'est dit, tiens, il y a quelque chose à aller porter, à aller accrocher. Et d'où cette campagne qu'on a portée par ce rapport CAC 40. Et au début du mois de septembre, on a sorti une plus petite analyse, mais que je vous invite aussi, j'en ai mis quelques exemplaires, mais qui est consultable en ligne. En fait, il y a eu un concours de circonstances qui fait qu'il y a 2 lois très importantes qui ont été examinées, qui sont en train d'être examinées là en septembre, on fait la rentrée parlementaire. C'est la loi Pacte, dont je vous ai dit un mot là, et la loi sur la fraude fiscale, qui a achevé son examen avant-hier soir, hier après-midi. Et ce sont 2 projets de loi qui posent la question du rôle des entreprises dans l'économie du XXIe siècle. C'est en ces termes que le gouvernement le pose, et nous, on dit, on va répondre à cette question. Et cette question, notre réponse, si on devait la résumer, ça serait de dire, pour nous, l'économie du XXIe siècle, elle doit avoir un objectif, c'est de mettre les salariés au cœur, les salariés au centre. C'est l'intérêt des salariés qui doit être le souci premier d'une entreprise. Et même Bruno Le Maire, nous on aime bien le jeu des citations, a déclaré qu'une entreprise n'avait pas comme unique objectif de faire des profits. Elle avait aussi une vocation sociale et environnementale. Bruno Le Maire. Et très bien. Pardon ? Je ne crois pas, mais ils sont malins dans ce gouvernement. Voilà. En tout cas, c'est pas anodin. Et ces déclarations, comme celle d'Emmanuel Macron que je montrais tout à l'heure, c'est aussi
c'est une petite victoire, hein, parce qu'en ce moment c'est compliqué de gagner des choses avec ce gouvernement, et dans les gouvernements au niveau mondial également. Mais ça veut dire que c'est la bataille culturelle qui est en train d'avancer aussi, qu'on ait des déclarations de ce type-là. Alors, quelle analyse? Alors, la loi fraude fiscale, on peut en parler si vous voulez, mais comme on n'a pas... voilà, on a un temps limité et que la loi sur la fraude fiscale son examen est terminé depuis hier, je voudrais qu'on se concentre sur cette loi Pacte, parce que Oxfam est particulièrement mobilisé sur cette loi depuis plusieurs mois. Je le redis, avec nos groupes locaux pour interpeller les députés. Il y a eu des dizaines et des dizaines de rendez-vous pour porter nos demandes. Nous, notre analyse du projet de loi Pacte, c'est de dire le gouvernement veut donner une ambition aux entreprises face à l'économie du XXIe siècle, mais malheureusement, il propose des vieilles recettes qui ne permettent pas de proposer un changement radical. On parlait tout à l'heure de radicalité, qui permettent de faire un saut qui permettent de changer radicalement les choses. C'est le moment où je vais vous parler des solutions. Je retrouve mon petit papier. Alors, quelles sont les demandes qu'on a portées au sein de la loi Pacte? Alors, il y en a 3. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais les redire à l'oral. La première solution, alors je reviens toujours à la manière d'agir, et le mandat, on va dire, d'Oxfam, c'est de proposer des solutions concrètes, réalistes et efficaces. Donc, on en a mis 3 sur la table. La première, c'est de demander des mesures d'encadrement des dividendes pour permettre un partage plus équitable des bénéfices au sein des entreprises, et notamment en direction des salariés. Je ne sais pas si vous avez entendu du coup, le gouvernement parler de cette question-là, mais il a proposé une solution subterfuge qui consiste à augmenter la participation et l'intéressement, en fait, donc cette partie qui est dédiée aux salariés, que nous on souhaite voir augmenter. Simplement, ce que le gouvernement d'Emmanuel Macron propose, et parce qu'on mène une politique libérale, c'est de réduire en fait les cotisations sociales payées par ces entreprises sur l'intéressement et sur la participation. Et là, nous on met un warning parce que nous on a le souci de la justice fiscale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup c'est moins d'impôts payés par ces entreprises, ça sera une niche fiscale de plus, et qu'à la fin, ça permettra de changer qu'à la marge les ressources qui viennent aux salariés, et surtout plus grave, c'est des ressources en moins pour l'État en baissant ses cotisations. Donc là on a mis une grosse alerte, et donc sur ces mesures d'encadrement des dividendes, ça c'est la proposition générale, mais il est tout à fait réaliste de demander par exemple aux grandes entreprises après réinvestissement, vous vous rappelez le billet divisé en 3, une fois qu'elle a réinvesti la somme nécessaire pour sa bonne santé économique, de dire que ce qui est versé aux actionnaires ne doit jamais dépasser la part qui est versée aux salariés. On peut aussi imaginer demander aux entreprises les années où elle fait des pertes, de ne pas verser de dividendes, que ce soit interdit. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a des entreprises qui le font. ArcelorMittal, par exemple, deux années consécutives, entre 2011 et 2013, ArcelorMittal a fait des pertes. Est-ce que vous croyez qu'elle a décidé de verser moins de dividendes à ses actionnaires? Eh bien non, elle a gardé le même niveau. Donc pour vous dire que, je reviens à cette économie qui a perdu la boussole, une économie qui va dans le mur, on est dans une espèce de réflexe pavlovien de toujours plus, et pourquoi changer? Alors que les pertes pour une entreprise, c'est pas anodin de faire des pertes. Donc voilà le type de recommandation. C'est un crédit d'impôt pour les années suivantes. Tout à fait.
C'est exactement. On a des recommandations aussi sur les crédits d'impôt. Je vais, si vous me permettez, enchaîner sur la troisième proposition dans l'ordre que vous voyez pour vous terminer par la deuxième, qui est un enjeu qui est le plus important aujourd'hui en l'état actuel des choses, et je vous partagerai un petit peu les négociations dans lesquelles on est aujourd'hui avec le gouvernement. La deuxième demande, du coup, c'est de demander un rééquilibrage de la gouvernance. Que si on demande à ce que les richesses soient partagées, il faut aussi partager le pouvoir. Et où est-ce que ça se passe? Ça se passe dans les conseils d'administration, où aujourd'hui, les salariés ne sont pas suffisamment représentés. Or, il y a un paradoxe, c'est que c'est dans ces enceintes-là que sont décidées de la stratégie de l'entreprise, et souvent c'est les salariés qui sont concernés par les décisions qui sont prises au sein de ces conseils d'administration, notamment des décisions par exemple de faire des licenciements boursiers. Comment on donne le moyen aux salariés de se défendre dans ces cas-là, quand on sait que dans les entreprises du CAC 40, les salariés ne représentent que 10% des conseils d'administration. En Allemagne, ce chiffre il est de 50%. En Allemagne, les conseils d'administration, les salariés sont représentés à 50%. Vous voyez l'écart, vous voyez à quel point la France est en retard sur cette question de gouvernance des entreprises. La moyenne européenne, elle est à 30%. Je crois que j'ai un petit schéma pour vous le montrer, voilà, pour vous rendre compte de l'état actuel de la gouvernance au sein des grandes entreprises, je le précise. Et puis la dernière demande qu'on porte, demande prioritaire, c'est de faire la transparence sur les écarts de salaire au sein des grandes entreprises. On a bien sûr dans le sac de solutions, et c'est dans le rapport CAC 40, d'aboutir à l'objectif de réduire les écarts de salaire, parce que vous allez me dire la transparence n'est pas suffisant, mais en l'état actuel des choses, parce qu'on est une ONG qui fait de la politique aussi, on compose avec les gouvernements qu'on a en face de nous. Et oui, l'objectif à long terme, c'est, nous on porte une demande d'un écart de 1 à 20 entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus bas. 1 à 20, quand on se rappelle que Carrefour, si vous vous souvenez, 306. Et c'est pas entre le salaire le plus bas et le plus haut, c'est entre le salaire moyen et le salaire le plus haut. Donc, vous voyez le chemin à parcourir. Donc nous, on s'est dit, on va porter dans la loi Pacte une mesure qui demande la transparence sur les écarts de salaire au sein des entreprises. Pour nous, c'est une première étape pour réduire les inégalités au sein des entreprises. C'est une première étape parce que ça permettra aux salariés, aux syndicats, de se rendre compte, en fait, d'avoir une image de comment les choses évoluent et comment évoluent ces écarts de salaire et de pouvoir les réduire. Pour entrer un peu dans la technique, parce que c'est important, et aujourd'hui se joue une bataille avec le gouvernement sur ce sujet. Nous, ce qu'on propose, c'est de faire la transparence par quartile. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Alors, la transparence par quartile, ça consiste... En fait, donc on a essayé un petit schéma pour rendre la chose plus compréhensible. En fait, ça permet vraiment d'avoir une vision des écarts au sein des entreprises. Vous voyez le sigle donc, vert Y, c'est ce qu'on appelle le salaire médian. Alors peut-être que ça parle, la différence entre le salaire moyen et le salaire médian, c'est très important. Parce que le salaire moyen, ça ne permet pas de se rendre compte, parce qu'en fait, on additionne tout, on divise, et puis souvent, on obtient un chiffre assez élevé qui n'est pas révélateur. Le salaire médian, il permet de se rendre compte, on est dans une entreprise de 100 salariés, combien gagne le salarié numéro 50, et là, ça permet de voir combien il y a en dessous et combien il y a au-dessus. Pour vous donner une image, on est dans un café, il n'y a que des gens qui gagnent le SMIC, par exemple. Bernard Arnault, qui gagne le salaire qu'on imagine, rentre dans le bar. Le salaire moyen, il va être assez élevé. Par contre, le salaire médian, il restera toujours très bas parce qu'on a une majorité de smicards et on a un PDG d'entreprise. Donc, vous voyez l'intérêt de disposer de cette mesure. C'est important pour combattre des inégalités, de savoir précisément qu'est-ce qu'on combat. Et pour vous faire un peu l'histoire de ces dernières semaines, donc Bruno Le Maire, il y a 2 semaines, s'est déclaré
favorable, a déclaré sur le plateau de France 2, qu'il était favorable à la transparence sur les niveaux de salaire, en indiquant que les... j'ai perdu son terme. Que c'est pas les écarts qu'il a dit, les excès dans les entreprises nuisaient à la cohésion sociale au sein des grandes entreprises. Donc nous, on s'est dit génial, on a réussi à porter cette demande, on a fait des médias et de la communication autour de cette demande, on va gagner quelque chose. Le groupe parlementaire La République En Marche a déposé un amendement allant dans le sens de la proposition d'Oxfam sur les quartiles. Donc on se dit super, on va gagner quelque chose. Et puis la volte-face du gouvernement. On comprend la veille des débats en commission spéciale, c'était il y a 2 semaines maintenant, que le gouvernement aurait demandé au rapporteur du texte, donc de la majorité parlementaire, de déposer un amendement qui demande quoi? Qui demande la publicité du salaire moyen. Mais ça sert à rien, parce qu'en fait cette donnée, elle est déjà publique. La preuve, on en a fait un rapport et on a épluché, et qui ne permettra absolument pas de se rendre compte des écarts de salaire et surtout de mesurer les évolutions. Donc là, on est en train de mener une bataille de communication dans les médias. Notre directrice générale, donc Cécile Duflot, a lancé un appel dans les Échos aux parlementaires pour leur demander de se positionner. Êtes-vous favorable ou pas à la transparence sur les écarts de salaire par quartile? Donc voilà, au moment où je vous parle, il y a un communiqué de presse qui est en train d'être envoyé donc, à la presse pour dire Oxfam lance un appel à ce que les députés se positionnent publiquement. Êtes-vous pour ou contre la transparence sur les écarts de salaire? On essaie comme ça de créer des rapports de force. Ça vous dit un peu aussi le travail qu'Oxfam mène, c'est qu'on produit de la recherche, mais on est vraiment impliqué dans le jeu politique et on est dans des négociations avec les parlementaires. Voilà la bataille qu'on mène en ce moment. Je regarde si je m'étais noté une dernière petite chose à vous dire, mais écoutez, je crois que j'en ai terminé pour cette présentation à ce stade. Je termine juste là-dessus pour vous donner quelques éléments pendant qu'on discute. La campagne dont je vous ai parlé, qu'on a lancée au mois de janvier pour demander un meilleur partage des richesses au sein des entreprises, c'est accompagné du lancement d'un site de mobilisation que je vous invite à aller voir, qui s'appelle loi-inégalité.fr. Vous avez des tas de données sur ce sujet-là, chiffrées, mais aussi des éléments un petit peu plus didactiques, des vidéos et surtout un outil pour interpeller les députés par mail et par Twitter. Je parle en connaissance de cause, puisque on discutait avec Pierre tout à l'heure. Moi, je travaille chez Oxfam depuis 1 an, mais j'ai travaillé pendant 5 ans comme attachée parlementaire auprès d'un député. Et donc, je sais que écrire à son député, envoyer des mails, on a aussi conçu des cartes postales. Vous avez peut-être, je ne sais pas si vous militez dans d'autres associations type Amnesty, CCFD Terre Solidaire, voilà, c'est des pratiques qui se font beaucoup. Moi, en tant qu'attaché parlementaire, je recevais des cartes postales un petit peu avec des messages clés, on écrit juste son adresse, on poste, on l'envoie son député. Ça marche, parce qu'un député, quand il reçoit 5, 10, 15 cartes postales venant de sa circonscription, disant Monsieur le député, veuillez vous positionner pour, veuillez adopter la transparence sur les écarts de salaire, l'encadrement des dividendes, la lutte contre l'évasion fiscale, parce qu'il y a un projet de loi qui va être examiné, ça fait tilt, comme on dit. Voilà. On peut peut-être garder le même style que la présentatrice, simple, direct et quitte à avoir des nuances par rapport à son exposé. C'est ça le charme. Mais ce qu'il faut, c'est chercher tous ensemble un peu. L'objet de cette rencontre de ce soir, c'était de montrer le gâchis et toutes les injustices dont vous avez parlé, pour nourrir après que le changement de société est possible, mais qu'il est urgent. Rappelez-vous, une rencontre de l'an dernier avec les 15 000 scientifiques, bientôt il sera trop tard. C'est grave comme raisonnement. Allez, peut-être qu'on va essayer le premier ou la première sans micro. Ah bah oui, mais là, moi, je peux pas. Ah, pardon. Faut au moins que j'ai le son. D'abord, pour remercier sur
réflexion qu'on a sur comment on travaille à l'espacement de cette société capitaliste, je pense qu'elle nous donne des éléments, des outils de réflexion très intéressants. Ce que je voudrais dire, c'est que peut-être, alors après, l'autre élément plutôt un peu contradictoire à ce que vous avez dit, c'est, et c'est un peu en réaction aussi à ce que Hulot a exprimé l'autre jour pour expliquer sa démission. Moi, je crois pas qu'on s'en sortira avec simplement du lobbying pour ou du lobbying contre. Je pense une chose importante dans ce que vous avez donné comme dans les solutions, c'est la question des pouvoirs. Il l'a dit à sa façon, mais il a dit, moi je n'avais pas de troupes. Les pouvoirs peuvent permettre aux troupes justement de peser sur les choix des entreprises, sur la manière de changer le rapport des dominations au sein de l'entreprise. Parce que c'est ça le fond du problème. Le CAC 40, c'est des actions, ce sont des entreprises qui sont à dimension financière. Parce que le pouvoir qui domine dans ces entreprises, c'est la finance. Les actionnaires, quand on s'aperçoit qu'on est au cœur de la finance et que quelque part, rééquilibrer ce pouvoir, c'est donner plus de pouvoir à celles et ceux qui créent les richesses. Et c'est en ça que je pense que c'est un élément important, à mon avis, dans les solutions. L'autre chose aussi qui a été vaguement abordée, enfin qui a été un peu abordée, c'est sur la question de l'évasion fiscale. Là aussi, on a une dimension qui est à voir nationalement, mais qui est à voir au niveau européen. Sur les réseaux sociaux, je vois les interventions des députés. Mon ami Damien Roussel qui a intervenu l'autre jour à l'Assemblée pour expliquer aux ministres, avec les petits drapeaux, qu'ils avaient mis dans la liste noire un certain nombre de deals paradisiaques au bout du monde, etc. Ils avaient juste oublié l'Irlande, ils avaient oublié la Suisse, ils avaient oublié les Pays-Bas, ou le Luxembourg, qui sont au cœur d'Europe, et qui sont des faiseurs de paradis fiscaux énormes. Et au sein de l'Europe, c'est ça. Donc je dis ça parce que les élections européennes venant, c'est aussi des sujets qu'il faudra aborder. Et moi, je me félicite que les questions sociales soient traitées au même niveau que les questions climatiques. Je pense même d'ailleurs que les questions climatiques sont d'abord au cœur des inégalités sociales. C'est là qu'on pourra traiter les questions climatiques aussi. Je rebondis juste avant la prochaine intervention. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques mois, enfin même quelques jours, je vois de plus en plus de prises de parole et de tribunes qui font le lien justement entre enjeux climatiques et inégalités, même enjeux climatiques et évasion fiscale. Il y a eu une tribune de la présidente de l'ONG Bloom qui lutte contre la pêche en eau profonde, qui a fait une tribune justement sur ces enjeux qui sont croisés.